Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, votre rendez-vous hebdomadaire, votre unique rendez-vous hebdomadaire consacré à l'environnement. Aujourd'hui, notre émission va être consacrée au développement du tourisme et de l'environnement, en tout cas à savoir comment on peut concilier les deux. Clairement, Mayotte a fait le choix de l'écotourisme en termes de tourisme, donc un tourisme en lien direct avec l'environnement. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que l'écotourisme peut arriver à faire vivre nos professionnels du tourisme? En tout cas, on s'est penché sur la question. Est-ce qu'on peut réellement améliorer tout ça? En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de cette émission. On présente souvent le tourisme comme le levier du développement économique. Nos décideurs ont opté pour un écotourisme en complémentarité des autres îles Vanille de la zone océan Indien. Notre diversité culturelle et géographique sont de réels atouts à la fois pour attirer du tourisme mais aussi pour développer de l'emploi. Le tourisme est donc au carrefour de choix importants, l'amélioration du niveau de vie des habitants et la préservation de notre environnement. Comment concilier ces deux aspirations raisonnables? Nos équipes sont parties sur le terrain pour rencontrer celles et ceux qui concilient environnement et offre touristique. Puis sur le plateau avec nos invités, on aura Aruna Atoumani, vice-président du CDTM, Patrick Varela, Mayotte Lagon et Lionel Faure, le manager du gîte du Mont Combani. Évidemment, en fin d'émission, nous aurons Anne-Constance Songuena avec laquelle nous aborderons les gestes qui peuvent tout changer. Alors on nous dit que les infrastructures manquent ici à Mayotte. Hôtels, pistes longues, mais pourtant on se rend compte que 70% du tourisme serait affinitaire. En clair, directement lié avec la famille qui vit sur place sur cette île. Alors avant de penser à une autre forme de tourisme, comment améliorer celle qui existe déjà, c'est-à-dire le principe de l'écotourisme? Comment faire en sorte que nos professionnels puissent vivre de l'écotourisme et surtout comment on peut augmenter l'offre? Certains professionnels y croient et se battent au quotidien. Nos reporters sont partis sur le terrain, notamment Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Vimenet, pour comprendre comment ça se passe. Regardez ce reportage. Selon le haut fonctionnaire français Philippe Saint-Marc, le coût de la protection du milieu naturel est beaucoup plus faible que le coût de sa reconstitution. La défense de la nature est donc rentable pour les nations, une notion de rentabilité qui trouve tout son sens dans l'écotourisme. Mais savez-vous en quoi consiste cette forme de tourisme? Non, franchement, pas trop. Alors, le tourisme durable, qu'est-ce que c'est? Ce que j'ai compris, l'écotourisme, c'est touristes verts. Tout ce qui a à voir avec l'environnement, respecter l'environnement. De faire les choses à long terme. Qui contribue au tourisme pour l'île, mais à la fois aussi à l'environnement de l'île. Le tourisme durable tient compte des impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Avec ses richesses naturelles remarquables, Mayotte possède les atouts pour développer ce tourisme alternatif. On est entouré quand même de destinations qui sont très connues, telles que Maurice, Seychelles. Donc nous, on se place au milieu en tant que l'île authentique, mais aussi île au lagon, qui présente une biodiversité terrestre et marine très conséquente. Donc on ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'on appelle l'écotourisme. En marge des établissements comme l'hôtel Sakouli, situé en bord de mer, certains ont fait le choix de mettre en valeur les richesses forestières de l'île. C'est le cas du gîte du Mont Combani, qui s'est spécialisé dans le tourisme durable. On est terrain agricole, on utilise les fruits et légumes de notre terrain journellement. C'est beaucoup de travail, une équipe en charge de tous ces travaux, aussi bien pour les structures, pour les habitations, les bungalows qu'on propose aux clients qui sont en raffia ou en terre battue. On est relié à de l'eau de source pour tout ce qui est toilettes, douches, lavabo. On a également opté pour du solaire, des panneaux sur toiture. On essaye d'être le plus possible autonome.
Pour se voir attribuer le titre d'éco-hébergement, l'hébergement touristique doit s'inscrire dans une démarche destinée à limiter son impact sur l'environnement. C'est le cas du gîte du Mont Combani, qui de par son implantation, ses installations, ses services et ses activités associées, s'intègre parfaitement dans son milieu naturel. On utilise essentiellement du bois noir. Le bois noir, c'est une peste végétale ici, qui a une tendance à envahir et étouffer notre forêt primaire. Donc on contribue malgré tout à protéger la forêt, bien qu'on coupe du bois. Mayotte doit prendre ce chemin et donner cet exemple qu'on peut vivre en autonomie, le traitement des déchets, le compost. On a des poules, on essaye de retrouver des valeurs qui ont tendance à se perdre. Avec 50 000 touristes accueillis chaque année, l'île aux lagons possède une marge de progression importante. À ce titre, l'écotourisme représente un atout supplémentaire qui agit pour l'environnement. Des images magnifiques. Encore merci à toutes les équipes de Pierre Bellucci et du cabinet Incidence. Bonjour Anne-Constance. Bonjour Patrick. On continue avec Lionel Faure, manager du gîte du Mont Combani. Bonjour. Et moi, bonjour. Bonjour Lionel. Atoumani Arona, qu'on connaît bien sur ce plateau, vice-président du CDTM. Bonjour monsieur le vice-président. Bonjour Patrick. Et enfin Patrick Varela, directeur de Mayotte Lagon. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick, Oui, Mayotte Lagon et Alain Mandas Boat. Entre autres, société. on va en parler, vous allez voir. Quels sont les touristes qui fréquentent notre île aujourd'hui? Qui sont ces gens? À quoi ils ressemblent? On a, en illustrant un petit peu sur cette émission, tu as parlé du tourisme affinitaire. C'est quoi le tourisme affinitaire? Le tourisme affinitaire, c'est des touristes venant de l'extérieur qui ont de la famille ici. C'est-à-dire ils ont connu la destination grâce à leur famille. Et souvent, ils sont accueillis par cette famille qui les héberge ou le prête des voitures, mais qui consomment aussi le tourisme parce qu'ils vont appeler mon ami pour les sorties en mer, ils vont appeler les prestataires terrestres pour les randonnées, ils vont aussi en profiter d'aller au restaurant tout simplement et avant de partir quand même aller dans un hôtel pour essayer de finir le séjour en beauté. On n'a que 360 km². Il y a l'environnement, il y a aussi l'enjeu de superficie en fait de notre île. On ne doit pas dépasser. Normalement, pour avoir des tourismes raisonnables, raisonnés, on ne doit pas dépasser la population qui réside en fait, quoi qu'il en soit dans ce pays. Le jour qu'on dépassera plus de 250 000 touristes, là il y a un problème. Là on risque vraiment de toucher l'environnement. C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'on n'est pas destiné à être véritablement une grande île touristique. Patrick Varela, est-ce que le tourisme d'affaires peut être véritablement une opportunité? Le tourisme d'affaires, ça nous concerne, c'est très intéressant. Pour nous, les prestataires sur le lagon, on a un tourisme d'affaires qui viennent sur le lagon pour découvrir les beautés de cette île. Oui, le tourisme d'affaires est intéressant. Mais il est vrai qu'on est plus concerné par le tourisme affinitaire, la famille, les amis. Et aussi, quand même, ne pas oublier le tourisme d'agrément qui est très limité. C'est quoi le tourisme d'agrément? C'est ce que vous êtes en train de dire, tourisme de masse. D'accord. C'est ça, c'est un peu ce que Maurice a, c'est du tourisme d'agrément, eux en grande majorité. Mais on ne pourra jamais faire de tourisme de masse à Mayotte parce qu'il faut être raisonnable. C'est une petite île comme mon ami l'a dit, et on pourra, c'est vrai, si on pouvait déjà avoir 150 000 touristes, ça serait déjà formidable pour Mayotte. Ça serait une économie très intéressante, ça créerait des emplois et ça donnerait une très bonne image de Mayotte. Mais il faut vraiment faire un tourisme de qualité. Voilà. Lionel Faure, vous êtes le manager du gîte du Mont Combani. Quand on parle d'écotourisme, c'est quoi en clair l'écotourisme? L'écotourisme, c'est trouver une symbiose entre l'homme et la nature locale et de ne pas dénaturer la culture locale ainsi que la biodiversité. Ça, c'est un gros problème qu'il faut prendre de front. C'est drainer les gens sur les sites à visiter afin de préserver toute la richesse qu'on a sur cette belle île de Mayotte. Ça veut dire quoi? Que nos professionnels doivent être aussi les premiers défenseurs de notre nature? Ah, tout à fait, tout à fait. Donc une forme de connaissance, il faut connaître.
Complètement. On doit être dans une complémentarité. Mayotte dispose d'un lagon formidable, mais elle a aussi des terres. Et si la terre est préservée, le lagon également, c'est un duo, c'est un binôme qui ne peut pas fonctionner autrement. C'est quoi les freins au développement de l'écotourisme? Les freins, déjà les billets sont quand même très chers. Oui. L'écotourisme s'ouvre à un budget moyen. Prenez un vol pour une famille, c'est quand même un coût. Bah oui, donc aujourd'hui c'est quand même une grosse problématique. Mais ceci dit, après il faut voir le flux qu'on veut recevoir. Ouais. Sur Mayotte. Là-dessus, je crois que on a été relativement clair. Vous êtes d'accord avec ça? On ne peut pas recevoir énormément de monde et on ne veut pas recevoir plus de monde. C'est certain, c'est certain. En clair, quand on a nos ministres qui nous disent le développement de Mayotte, ça passera par le tourisme, etc., etc., j'ai le sentiment qu'en vous écoutant que non, c'est pas plus que ce qu'on a. Non, on est à 50 000. Mais 50 000, c'est vraiment très très peu. Et encore, est-ce que c'est vraiment du tourisme, 50 000 Si déjà on atteignait 100, 150 000, ça serait déjà énorme. Ouais. Mais toujours pareil, un tourisme encadré, raisonnable. Et on sait faire ça, on peut le faire. On peut le faire, mais tout est possible. Ouais. Il suffit d'avoir de la volonté. Ouais. Et si on arrive à atteindre ce nombre de touristes un peu plus important, ça donnera une meilleure image de Mayotte et on aura une bonne publicité. Mais il faut travailler. Les professionnels, c'est très important. Déjà, nous, on doit respecter, on doit se battre pour l'environnement et on doit aussi montrer le bon exemple. Les choses qui ne sont pas à faire, il ne faut pas le faire. Surtout pas devant les clients. Atoumani, j'ai envie de parler des îles Vanille. Alors évidemment, quand on voit Maurice, ses hôtels, ses plages de sable blanc, ces hôtels magnifiques, quand on voit le service qu'il peut y avoir du côté de Madagascar, tout le monde voyage, et ils font l'actualité avec leurs plages. La Réunion avec ses volcans, ils en font une actualité et ça devient une actualité positive. Nous, nos actualités à Mayotte, elles tournent souvent autour des grèves, de différentes manifestations. Ça doit être hyper compliqué de s'imposer dans les îles Vanille. Oui et non, parce que l'objectif des îles Vanille, c'est quoi? On se retrouvait en Europe ou en France métropolitain, souvent dire moi je suis meilleur chez moi, alors qu'on est plutôt complémentaires. C'est Mayotte, dans la zone, on est l'un des plus grands lagons fermés. Donc il a fallu qu'à un moment, les autres acceptent ça. Et donc, d'où l'idée que chaque destination a ses attraits, a son atout plus que l'autre. Donc, il faut le mettre en lien pour pouvoir développer et dire à ces Européens de venir plutôt dans l'océan Indien, mais pas venir seulement à Madagascar. Et l'idée aussi de un peu trouver ce moyen en fait de liaison aérienne, parce que c'est pas évident. Moi, je vous dis, parmi les difficultés dans les îles Vanille que je trouve, c'est ce problème de connexion aérienne. Ah oui. Par exemple, de Maurice à ici, c'est à Maurice qu'il faut aller booster les touristes pour venir un peu découvrir notre écotourisme à Mayotte, mais il n'y a pas une vol qui vient de Maurice à Mayotte. Ah oui, il n'y a pas une vol qui vient de Seychelles à mais on veut aller à La Réunion, là où ils ont aussi cette challenge de faire venir un peu plus. Donc, les îles Vanille, pour moi, c'est une mutualisation en fait des moyens, des compétences. On est entouré quand même avec des gens qui sont plus expérimentés. On n'est pas obligé de prendre tout ce qu'ils ont fait, mais là, on peut attirer des bons résultats tels que les Seychellois. Ils ont su faire le tourisme et protéger leur île. Et donc, c'est un exemple, par exemple, dans le cadre des îles Vanille qui fonctionne et qu'on peut décliquer à Mayotte. Est-ce que, oui ou non, vous, les professionnels du tourisme, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faille une piste longue ou pas? Il en faut une ou pas, la piste longue? Moi, personnellement... Vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. Tiens. Oui. Pourquoi? Je pense qu'il y a beaucoup de créneaux horaires sur une journée qui sont inoccupés. Oui. On détruirait une partie de la barrière de corail. On est dans une démarche écotouristique. Alors c'est la protection de l'environnement. Et alors qu'aujourd'hui, on a des plages horaires qui peuvent accueillir d'autres avions, qui viendraient notamment des Seychelles, qui viendraient notamment de l'île Maurice. Et là, je pense que là, on recevrait des petits avions avec des petits groupes. L'écotourisme, c'est recevoir des petits groupes qui viennent non pas détruire une île et s'implanter, qui viennent dans un respect de l'environnement et de la culture locale. Donc on serait en quelque sorte une sous-destination, pas une destination première. J'espère on doit pas. passer par Maurice ou par Madagascar pour venir à Mayotte, c'est ça? Et vice-versa. Moi, je suis contre par rapport à ça. Vous posez cette question à la fois un professionnel mais un maoré. Oui. Moi, cette piste longue, on a besoin.
Parce que je ne peux pas concevoir cette idée de dire que je suis français et que je ne peux pas partir en France métropolitaine quand je veux. Voilà. Et oui, la piste longue Donc permettra, il permettra à la fois pour la population, mais à la fois aussi pour l'économie. Après, la France, si on a choisi cette nation, si on a un Européen, c'est justement de faire des choses sans casser. Et ça, on sait faire quand on veut. Parce qu'on a vu ailleurs. C'est possible. Patrick, vous êtes tous les jours sur le lagon avec vos différents bateaux, avec des touristes qui veulent découvrir. Est-ce qu'on peut, clairement et honnêtement, est-ce qu'on peut arriver à faire découvrir la beauté de notre lagon sans le détruire ? Sans même le déranger. Je pense notamment à nos baleines, à nos dauphins, à nos raies. On adore les raies ici. Oui, on peut, mais il faut pas courir après l'argent. Il faut faire ça intelligemment, il faut toujours pareil. Vous êtes un professionnel, donc il faut payer. Donc mais l'argent entre les deux. Oui, mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi. On peut, comme vous le savez. Ça veut dire quoi? Plus réglementé? Alors la réglementation c'est bien, mais s'il n'y a pas de sanctions, ça ne va pas le faire. Nous on le voit très bien dans notre milieu, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui font des infractions, et personne ne suit et personne ne verbalise. Si vous ne touchez pas au porte-monnaie, ça continuera. C'est malheureux à dire, mais les sanctions, il n'y a que ça qui marche. C'est-à-dire que vous préconisez de sanctionner les professionnels du tourisme, ceux qui les respectent à l'air. S'il y a des infractions, on ne peut pas faire autrement. Les animaux, il faut les respecter. Les animaux, c'est notre outil de travail. Et les animaux, ils ont pas besoin d'être menacés, d'être harcelés, d'être... je sais pas. Je vais donner un exemple simple. Il y a certains prestataires qui le font régulièrement. Ce qu'on appelle la toupie. Vous êtes très au courant de ça. La toupie, c'est... On tourne autour des dauphins à toute vitesse. Pourquoi? Et je dis à mes clients, imaginez-vous, vous êtes au milieu de l'eau, moi je suis un idiot fini, je tourne autour avec mon Zodiac autour de vous. Vous allez être content ou vous allez paniquer? Je pense que vous allez paniquer. Le dauphin, lui qui est beaucoup plus sensible, lui aussi va paniquer et va avoir un comportement, il va sauter, c'est pas, je pense pas que ce soit un jeu. Et si c'est interdit de le faire, il y a des raisons. Eh bien, il y a des prestataires encore aujourd'hui qui le font. Malgré la fameuse charte que certains ont signée que plus personne ne signe. Maintenant, le parc marin veut faire un label. Apparemment, ça passera pas. Mais il faut passer en priorité l'environnement, les animaux. Les animaux, c'est magnifique. Moi, ça fait bientôt 13 ans que je suis ici. Ça fait 13 ans, je m'en lasse pas. Dès que j'en vois un, moi, je suis épanoui, quoi. Atoumani, Lionel, j'ai appris la semaine dernière dans une émission d'APE, du reste, que sur le mont Chungi, et notamment sur les hauteurs du mont Chungi, il y a des espèces de plantes qui sont uniques au monde. Est-ce que les plantes, la flore, peut être un vecteur pour attirer, ou être un outil pour attirer les touristes ici à Mayotte, et notamment sur le mont Chungi? Et bien évidemment, moi je parlerai aussi du mont Combani. Au mont Combani, vous avez des orchidées sauvages. C'est vrai, on a eu l'occasion de tourner là-bas. C'est extraordinaire, c'est des plantes endémiques qu'il faut protéger. Il faut drainer les gens. Moi je viens d'une région qui s'appelle l'Auvergne. Je suis d'une région volcanique comme Mayotte. On draine les gens sur les volcans pour pas qu'ils abîment la flore. On fait des parcours délimités avec des escaliers en bois. Le mont Chungi ravine. À force de monter, il faut drainer les gens. Les gens, il faut qu'ils apprennent à être dans le respect, installer des poubelles. C'est ça le tourisme respectueux de l'environnement. C'est effectivement un type de tourisme qui draine pas mal de monde, en particulier les Européens, les Allemands ou Suisses, qui sont très attirés par ce type de découverte. Je rappelle que ce n'est pas une plante, c'est environ une cinquantaine de plantes endémiques à Mayotte. On est en fait entre Madagascar et un peu l'Afrique. Donc Mayotte, plus sa casquette européenne, attire. Il n'y a pas longtemps, on a eu des Américains qui passent et qui sont passionnés par les plantes. Ils sont très très attirés par cette nature. En préparant cette émission, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus à Mayotte de gens qui s'improvisent guides ou entre guillemets professionnels du tourisme, des gens qui travaillent au black, comme on dit assez vulgairement. Il y en a de plus en plus. Et donc c'est des gens qui vont
capter de la clientèle touristique, mais qui vont peut-être pas forcément donner les bons conseils ou les bonnes informations. Comment on peut lutter contre ce travail, j'allais dire, illégal ? Ça c'est ce qu'on appelle structuration de l'offre touristique. Oui. Je pense que c'est les manquements en fait qu'on a dans le département qui fait que aujourd'hui le champ est libre, donc chacun se dit moi je peux faire ça parce qu'il n'y a personne qui le font. Je rappelle ici que les intercommunalités à travers la loi NOTRe les obligent d'organiser le tourisme dans leur territoire. Je pense que ça peut commencer par là. Ouais. Et tant que ces offices de tourisme ne sont pas tous mis en place, on aura toujours des problèmes parce que ces gens-là, ils ne viennent pas tous de Mamoudzou, mais ils viennent de 4 coins de Mayotte. Non, en fait, moi je pense que ça témoigne d'un manque de formation. Ouais. Mayotte, c'est une île jeune. On a des jeunes qui sont aptes aujourd'hui à promouvoir leur île. Ouais. Il faut leur en donner les moyens par des formations parce que s'ils le font, c'est qu'ils aiment ça. Évidemment, voilà, oui. Évidemment, ils la connaissent, ils l'ont vécu dans leur enfance, ils allaient au champ avec les parents, ils connaissent quand même la nature. Ceci dit, après, il faut que ça soit professionnalisé de manière à ce que ces jeunes trouvent un emploi dans l'avenir et un emploi qui soit dans le respect de l'environnement. Sur les personnes qui font du tourisme illégal. Ouais. Nous, on a une complication, c'est la mer. La mer, c'est très dangereux. Oui. Là, sur tout ce qui est sentier, c'est moins dangereux que la mer. Nous, notre gros souci, c'est toutes ces barques qui sont prévues pour... c'est des barques de pêche qui sont utilisées la plupart du temps par des gens qui ne sont pas les pilotes de ces barques. La plupart ne sont pas diplômés, n'ont même pas le permis de navigation. Il n'y a pas les gilets de sécurité. Il n'y a rien. Mais on laisse faire. On laisse faire. Et après, pourquoi? Parce que c'est moins cher. On va toujours chercher le prix. Mais après, quand il y a des accidents... c'est trop tard. C'est trop tard. Et il y en a. Merci beaucoup Patrick, merci également à Toumani, merci à Lionel. On va accueillir tout de suite Anne-Constance Onguenard et on a des petites questions à lui poser, elle a des petits chiffres à nous donner. Les chiffres de Anne-Constance, combien y a-t-il d'hébergements touristiques à Mayotte? Un chiffre. 1032. 1032 lits sont référencés à la fin de l'année 2015, ce qui représente 44 établissements, si on convertit. Et si on fait une comparaison avec La Réunion, quand nous on a 1032 lits référencés, La Réunion en a près de 16 000. Ah oui, c'est pas tout à fait... bon, c'est vrai que La Réunion, c'est beaucoup plus grand, mais en termes d'offres... oui, c'est clair. Il faut toujours comparer. Oui, tout à fait. 48% des établissements hôteliers bénéficient d'un classement. Ça veut dire quoi, un classement, en fait? Parce qu'il existe des tonnes de classements. Ça veut dire que moins d'un hôtel ou gîte sur deux bénéficie d'un classement reconnu nationalement ou internationalement qui peut donner des garanties à des touristes sur la qualité des prestations qu'ils vont pouvoir trouver une fois sur place. Sauf que comme il n'y en a pas beaucoup, évidemment, ça n'attire pas le tourisme autre que le touriste affinitaire. Est-ce que vous connaissez le chiffre exact? Combien il y a de touristes qui passent à Mayotte chaque année? Oui, on connaît, on est à 50 700 touristes qui sont passés sur les dernières années. C'est un chiffre qui est stable. Alors, souvent on nous dit, oui, l'avenir de Mayotte, c'est l'économie peut se développer aussi grâce au tourisme. Est-ce qu'on connaît la part de l'économie générée par le tourisme à Mayotte? Alors oui, bien sûr, on la connaît, cette part. Il y a aujourd'hui 2223 offres d'emploi qui sont chaque année déclarées ou déposées chez Pôle emploi. Il n'y en a que 62 qui correspondent à des offres touristiques. Donc on est encore dans des créations d'emplois modérées. Ce qu'il faut également savoir sur l'activité économique, c'est que le dernier hôtel qui a ouvert à Mayotte, c'est le Maharaja. Et auparavant, c'était le Sakouli. Donc, vous voyez, on est voilà. Le rythme de création des structures de tourisme a chuté pendant un certain nombre d'années, notamment après les mouvements de 2011, mais semble être en voie. Enfin, la régression semble être en voie de stabilisation. Donc, on pourrait, dans les prochaines années, repartir vers de la création d'activités officielles. Eh bien, on l'espère tous, en tout cas. Voilà.
Je voudrais remercier tout le monde sur ce plateau. Merci Lionel d'être venu. Merci Patrick. Merci également à Toumani, Aruna. Merci Anne-Constance. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Peut-être pas avec vous, hein, mais ça sera sur la même chaîne, à peu près à la même heure, avec d'autres invités. Ça c'est certain. D'ici là, soyez prudents. Salut.